Pour réduire la fracture entre les zones urbaines et les zones rurales, les initiatives gouvernementales se multiplient. À titre d'exemple, on pourrait peut-être rappeler qu'en mars 2020, 71% des localités rurales ont été raccordées au réseau électrique national. Pour ce qui est des pompes à motricité humaine, à titre d'exemple, plus de 1500 ont été construites et plus de 300 ont été réhabilitées. À côté donc de ces initiatives régaliennes donc de l'État, il y a aussi des initiatives salutaires qui relèvent plutôt du privé, d'initiatives donc de jeunes entrepreneurs. Et on est très heureux de recevoir ce soir deux invités, Ange-Frédéric Balma, CEO de l'IFILED, et Aboubacar Karim, directeur général de Investive. Avec donc ces deux invités, on va justement revenir sur ces innovations qui sont surtout donc à mettre donc au profit des initiatives en milieu rural. Au plan politique, on reviendra sur la situation dramatique qui prévaut en ce moment donc à Dabou. Ce sera la loupe de Pierre. Et c'est jeudi aujourd'hui, donc Tech Easy, on parlera technologie avec l'INSEE. Pour le volet artistique sur la scène de la télé d'ici, l'orchestre résident, la T-Band, sera en attraction. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici. Bonsoir, bienvenue. Télévivé ce soir dans la télé d'ici sur NCI, des solutions innovantes pour le milieu rural avec nos deux invités. Ange-Frédéric Balma, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Cheikh Ivan. CEO de l'IFILED. Alors dans l'IFI, ça sonne un peu Wi-Fi, ça sonne aussi LED. Exactement. On pourrait dire c'est une combinaison d'Internet et de l'électricité. Exactement, c'est le but. L'IFI, c'est Light Fidelity, au lieu du Wi-Fi qui est Wireless Fidelity. D'accord, ça marche comment ? Par la lumière, les ondes transpercent par la lumière pour envoyer de la data à l'utilisateur. D'accord, donc on arrive à produire de l'électricité à partir d'Internet ou on a plutôt Internet en produisant de l'électricité ? On a l'Internet en produisant de l'électricité. D'accord, ok. Bon, on va y revenir dans le détail tout à l'heure. En tout cas, bienvenue. Merci beaucoup. Bienvenue également à Aboubacar Karim, directeur général de Investive. Merci. Alors, pour ma petite mémoire, je sais que vous étiez le lauréat de la CGC Academy il y a quelques années, 2 ans ou 3 ans, je crois. Oui, c'est ça. C'est bien ça. C'était en 2017. 2017, voilà, c'est ça. Donc, il y a 3 ans. Ok. Investive, donc, il faut peut-être rappeler quand même à ceux qui nous suivent ce que c'est qu'Investive. D'accord. Donc, Investive est une entreprise ivoirienne qui est spécialisée dans l'offre de services agricoles par drone et dans le conseil en matière d'agriculture de précision. D'accord. Voilà, donc, nous faisons partie des pionniers en matière d'utilisation de drones en agriculture en Afrique de l'Ouest. Et notre vision, c'est vraiment de contribuer à bâtir le futur de l'agriculture africaine en misant sur l'agriculture de précision. Quand on parle d'agriculture de précision, ça veut dire quoi en français simple ? Ça veut dire qu'on plante des graines et on est sûr que ça va produire 10 graines ou... Oui, exactement. Ça veut dire, en fait, se baser sur l'utilisation de données et d'outils de technologie pour prendre des décisions et aussi mieux gérer les ressources, optimiser la production et tout simplement gagner du temps. Parfait. On va en parler dans quelques petites secondes seulement. Juste le temps de se tourner vers l'INSEE pour lui dire bonjour. Bonsoir. Ça va et vous ? Très bien. Ça va, Pierre ? Très bien, merci. D'accord. C'est des branches, c'est des plantes sur la chemise ? C'est des feuilles, non ? Ouais, des branches. Ouais, voilà, c'est végétal. Vous avez pensé à Aboubacar en le faisant ou... Non, pas du tout. Non. Ça n'avait rien à voir avec la thématique, juste des envies du jour et du styliste aussi. D'accord. Est-ce qu'on peut parler du 6e sens ? Non. Intuition ? Intuition, ouais. D'accord, ok. Bon. Il y aura une thématique sur l'intuition. Il va falloir qu'on invite peut-être des mentalistes ou je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça peut être intéressant. Ouais. D'accord. Ange-Frédéric Balma, en quoi est-ce que c'est important justement cette trouvaille qui est à votre actif pour un pays comme la Côte d'Ivoire ? Alors, c'est parti d'un vécu à la base. En 2011,
précisément, j'étais en zone rurale pendant 2 semaines. Quelle zone? De l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Méagui, Touagui 1, Touagui 2. Sud-ouest. Voilà, donc je me suis rendu compte malheureusement que les populations n'avaient pas d'accès à l'électricité. Même quand ces populations avaient un smartphone, malheureusement, il n'y avait pas de réseau. Donc même le GSM ne passait pas, encore moins l'Internet pour pouvoir avoir des informations et pouvoir communiquer aisément. Et ça a été le déclic pour nous de travailler sur cette technologie-là pendant 3-4 années pour pouvoir développer une technologie qui répondait à la fois à l'ensemble des problématiques en utilisant les énergies renouvelables pour apporter de l'électricité à un réseau d'éclairage LED pour transmettre des données à l'utilisateur. Alors, on va simplifier, mais totalement donc, pour faciliter donc, la compréhension. Techniquement, et de façon hyper simple à comprendre, comment ça fonctionne? Comment on arrive donc à produire de la data à partir de l'électricité? D'accord. C'est très simple. Déjà, on utilise des panneaux photovoltaïques, donc des panneaux solaires, pour générer de l'énergie, les stocker dans des batteries qui vont alimenter des ampoules LED spécifiquement, puisque les LED, c'est des semi-conducteurs. Et à partir de ces ampoules-là, on fait une modulation, c'est-à-dire on envoie des 0 et des 1 sur l'ampoule, et en ce moment, on ouvre une bande passante, et on utilise cette bande passante-là pour véhiculer de l'Internet et des informations. Ça peut être de la voix, de l'audio, des textes ou des images aux populations directement. Est-ce que vous êtes en connexion avec les sociétés de téléphonie telles qu'on les connaît? D'accord. Et donc, du coup, la collaboration, la coopération, elle s'opère comment? Elle avance bien. C'est vrai qu'au début, c'était vraiment difficile parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui... parce que vous êtes une sorte de concurrent quelque part, non? Concurrent complémentaire, on va dire. Complémentaire, ça dépend. Il y avait une certaine crainte peut-être aussi des... Au départ, dès le départ, il y avait cette crainte-là de dire les opérateurs ou l'État a investi énormément dans de la fibre optique qui représente des milliards d'investissements et du jour au lendemain... Il y a un jeune homme qui vient, qui veut bouleverser notre modèle, il y a un problème. Voilà, dès le départ, il y avait cette problématique-là, mais en fait, on s'est rendu compte plus tard que c'était plutôt une complémentarité de technologies. Là où les ondes électromagnétiques ne peuvent pas arriver, c'est là où nous, justement, avec la lumière, on apporte du service, on apporte de l'information aux utilisateurs. Il y a combien d'utilisateurs aujourd'hui? On a plus de 45 000 utilisateurs aujourd'hui à travers 5 pays qui bénéficient justement de cette technologie. Et en Côte d'Ivoire, il y a combien de... En Côte d'Ivoire, quelles sont les zones qui sont alimentées? On a fait les 4 points cardinaux, donc le nord, le sud, l'est, l'ouest pratiquement, pour apporter la solution. Donc que ce soit à Dronguiné, du côté de l'ouest, à Mans précisément, du côté de Bondoukou avec le village de Donvagne, dans le sud de la Côte d'Ivoire, du côté d'Aboisseau avec le village de Brahimacro, dans le nord du côté de Dabakala également, on a déployé la solution de telle sorte à mailler le territoire et montrer que, quelles que soient les zones où nous sommes en Côte d'Ivoire, on est capable d'apporter la solution. Mais concrètement, comment est-ce que vous avez déployé cette solution? C'est-à-dire que vous avez donc installé des panneaux solaires dans les régions concernées? Dans les régions, au départ, puisque le modèle a évolué avec le temps, et c'est aussi ça l'agilité justement des startups, c'était de partir sur des panneaux photovoltaïques pour pouvoir générer. Mais en termes de coût d'investissement, c'était relativement élevé. Donc on est aujourd'hui sur des modèles d'éclairage public solaire, donc autonomes, qui permettent en même temps d'envoyer de la data à l'utilisateur avec des kits individuels qui permettent à l'utilisateur, depuis sa maison, de bénéficier à la fois d'éclairage et de services liés justement au kit individuel qu'on déploie sur un foyer. Est-ce que vous êtes... alors du coup, la vaste campagne d'électrification des localités... ça ne vous concerne pas vraiment. Vous êtes plutôt sur du voltaïque. Où est-ce qu'on peut... Alors, aujourd'hui, quand on voit le ministère de l'Énergie, il y a un volet énergie renouvelable qui est rattaché avec la Côte d'Ivoire pour objectif d'atteindre aujourd'hui 20% d'énergie renouvelable d'ici 2025. Et nous, c'est vraiment d'accompagner ce que l'État impulse aujourd'hui pour apporter des solutions immédiates aux populations qui sont hors zone. D'accord. Alors, toutes les solutions que vous proposez sont basées sur le respect de l'environnement. En quoi est-ce que c'est important aujourd'hui que ce soit aussi bien Investive que l'IFI-LED? D'accord. Bon, je trouve que c'est important parce que déjà, quand vous voyez la Côte d'Ivoire au niveau de la déforestation, par exemple, on a eu beaucoup de déforestation les 50 dernières années. Et donc, je pense que c'est important aujourd'hui d'avoir une logique dans laquelle on s'inscrit où il faut déjà préserver les ressources. Et avec l'agriculture de précision, on arrive à faire en fait des plans d'aménagement qui nous permettent de mieux gérer les ressources en eau, de mieux gérer les ressources forestières dès le départ pour un projet agricole. Alors, pour l'instant, vous travaillez avec des privés ou avec l'État de Côte d'Ivoire?
On a 3 catégories de clients. Okay. Voilà, donc on a les privés, donc les agro-industries. On a aussi les coopératives en milieu rural et on a les institutions publiques, dont les gouvernements ou le gouvernement ou les interprofessions. D'accord. Alors, même question, celle que j'avais posée en tout cas à Balma, c'est de savoir, vous parlez d'agriculture de précision, ça va me venir, c'était une question très intéressante qui m'échappe, mais qui va me venir. J'ai le temps de passer la parole à Pierre. Alors, au niveau d'Investive, quels sont les problèmes, je veux dire, ciblés, qui vous emmènent à développer cette technologie-là? Qu'est-ce qu'on constate chez les planteurs, les agriculteurs, particulièrement en Côte d'Ivoire? Je vais vous donner un exemple qui vient tout droit de Ferké. Voilà, donc au niveau de la production de coton, on fait ce qu'on appelle des traitements phytosanitaires, donc qui consistent à utiliser des produits pour aller traiter les parcelles. Et en fait, vous savez que ces produits-là sont néfastes, 1 pour l'homme et de 2 pour l'environnement. Ce sont des pesticides. Ce sont des pesticides. Aujourd'hui, avec les drones, on utilise toujours des pesticides, mais à quantité réduite. Le drone permet une économie de 30% de produits phytosanitaires. Pourquoi? Parce que c'est ciblé? C'est ciblé, et on est à bas volume et de 90% d'eau. Voilà. Donc de 30% de produits, de 90% d'eau. Ce qui est intéressant, et l'autre aspect aussi intéressant, c'est que l'utilisateur n'est pas en contact direct avec l'appareil. Donc ça fait que finalement, il n'y a pas de produit qui se déverse sur lui. Donc il n'est pas exposé au danger. À dos, donc il est moins exposé au danger. Oui, mais est-ce que le produit aussi est réglementé en Côte d'Ivoire que vous utilisez? Bien sûr, tous les produits qu'on utilise sont naturellement. Je pense qu'au niveau du ministère de l'Agriculture, il y a tout un service qui s'occupe de la réglementation. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, voilà. Donc ça, c'est juste pour parler de la pulvérisation par drone. Au niveau de la cartographie aussi, il y a d'autres avantages. Voilà, qui nous, par exemple, on fait face souvent à des problèmes d'érosion. Voilà, on fait face à des problèmes d'érosion. Et avec les drones, on arrive à lutter contre ces phénomènes-là. Donc, justement, et sur la question de la déforestation, vous arrivez à prévenir, à voir par exemple l'évolution aussi de la déforestation? Exactement. OK. Ça. Et ce partage de données, est-ce qu'il y a une sorte de dialogue permanent avec les autorités en charge des questions environnementales, des eaux et forêts? Est-ce qu'on vous sollicite, par exemple? Non, jusqu'à présent, où on a eu à collaborer sur des données, c'était dans le cacao, donc dans la filière cacao, et aussi dans la filière coton. Voilà. D'accord. Donc, je pense que c'est une technologie qui est nouvelle. Nous, comme je dis, on fait partie des pionniers, donc on a une obligation aussi de faire la promotion de ce type de service-là et de montrer les avantages. Et c'est vraiment depuis 2019-2020 que vraiment les gens commencent à connaître l'importance de cette technologie-là et viennent vers nous avec leurs besoins. Parce qu'avant, nous, on partait, on leur proposait des solutions et maintenant, on a des retours. Et grâce à leurs retours, ça nous permet aussi de nous améliorer, d'adapter les technologies au contexte local. Est-ce que de manière générale, vous pensez peut-être qu'en ce moment, on s'adapte plus au mode de vie des utilisateurs, alors qu'avant, c'était l'inverse, c'est-à-dire que c'était l'utilisateur qui devait s'adapter à l'offre sur le marché? Confirme, effectivement. On s'adapte de plus en plus en fait, à la demande de l'utilisateur. Parce que quand nous, on était arrivés avec la technologie au départ, il fallait forcément mettre un accessoire additionnel sur le téléphone pour le rendre compatible avec la technologie. On s'est rendu compte très rapidement que c'était un frein. Il a juste un smartphone, il veut utiliser du service. Qu'est-ce qu'on fait? On a migré. Et désormais, grâce à son téléphone, il reçoit les informations, une application qui a été développée et qui permet de gérer l'ensemble des services. D'accord. Alors, qui dit innovation dit apprentissage, assimilation. Est-ce que les populations vers lesquelles vous allez arrivent à s'approprier facilement ces technologies-là? Ou alors, qu'est-ce que vous proposez, je veux dire, en termes de formation? Est-ce qu'il y a des plannings, des modules? Oui, nous, on fait de la formation. Voilà, on fait de la formation en agriculture de précision, à l'utilisation aussi de nos outils. Et on fait beaucoup de ce qu'on appelle community engagement. Donc, quand on va dans les communautés rurales, on prend le temps, voilà, peut-être une journée avant de travailler, on prend le temps d'expliquer ce qu'on fait. Et après ça, le lendemain, on travaille. Et souvent, même quand on travaille, il y a tout le monde autour de nous qui vient observer et tout. Donc, c'est vraiment un apprentissage. On apprend aussi. Je dis, il n'y a pas meilleur conseiller qu'un agriculteur, qu'un planteur qui fait face à ces réalités quotidiennes. Absolument. Donc, ils nous apprennent aussi comment, justement, adapter nos technologies à leurs besoins. Question, voilà, pour Ange Frédéric. Nous également, c'est pareil, puisque quand on arrive dans les villages, on a un mois de gratuité
Et ce mois de gratuité-là permet justement de pouvoir former les populations à l'utilisation, mais vraiment productive, des réseaux sociaux. Déjà, pour valoriser déjà leurs récoltes, leurs agricultures, leurs produits, que ce soit en termes d'artisanat ou de produits locaux à pouvoir commercialiser. Et on a ce que nous, dans le volet RSE, on essaie de plus apporter, c'est la formation des femmes et des enfants. Donc, quand on fait un déploiement dans un village, on installe un cybercentre communautaire où on met 5 à 10 ordinateurs à peu près, et on a une équipe qui forme, durant ce mois de gratuité-là, les femmes, les enfants à savoir démarrer, utiliser un ordinateur, écrire leur nom, pour la plupart au début, et après on se rend compte que ça vient, c'est inné, et un mois plus tard, quand on arrive, ils deviennent de petits experts. Mais j'allais vous demander... J'allais justement vous demander quel usage font ces populations-là de cette technologie que vous ramenez. Déjà... c'est pas seulement pour aller sur Facebook. Pas seulement Facebook, il y a la communication aujourd'hui, parce que dans les villages, quand on arrivait auparavant, ils se déplaçaient 4 à 12 km à peu près pour aller communiquer. Du coup, ils communiquaient une fois par semaine. Ils avaient un jour où ils choisissaient dans la semaine pour aller communiquer. Comme à l'époque du téléphone fixe. Exactement. Et quand on est arrivé, on a déployé, on se rend compte facilement que la consommation commence à se faire, parce qu'au quotidien, ils peuvent désormais appeler instantanément leurs proches, leurs amis ou les propriétaires de plantations qui sont dans des zones où on a déployé la solution pour pouvoir au quotidien échanger avec leurs enfants et la famille à l'étranger. D'accord. Aboubacar, quel est le problème critique que vous constatez en termes d'agriculture de précision ? Dans les données que vous recevez tous les jours, quel est le constat que vous faites? Et de votre point de vue, qu'est-ce qui devrait alerter les autorités? La difficulté qu'on constate le plus, je dirais que souvent, il n'y a pas de respect en fait, d'itinéraire technique dès le départ. C'est-à-dire qu'il y a un manque de planification en fait, dans beaucoup d'activités au niveau de la production. Du point de vue topographique ou... Non, du point de vue même du planting, des choses comme ça. Okay. Voilà, donc, il y a un manque de planification. Par exemple, je prends l'exemple dans l'EVA, par exemple, il y a plusieurs plantations où il y a on n'a pas respecté l'écartement, les plans, ce genre de choses. Donc, quand on arrive et qu'on constate ce genre de réalité-là, ça fait un peu mal parce que l'une des seules solutions, c'est de recommencer la plantation. D'accord. Voilà. Donc, je veux dire, il y a ça. Je pense aussi qu'il y a un souci au niveau du suivi des plantations parce que c'est difficile aujourd'hui. Certains producteurs, par exemple, ils ne savent pas. Souvent, c'est difficile de les ramener dans le passé. C'est-à-dire, est-ce que sur tout le cycle, combien de quantités de produits phyto tu vas utiliser? Est-ce que tu as utilisé 2 litres? Est-ce que tu as utilisé 3 litres? Est-ce que tu as utilisé 5 litres? Souvent, ces données-là manquent. D'accord. Donc, c'est difficile, en fait, de gérer les exploitations. Okay. Voilà. Et on n'a pas, comme je dis, c'est difficile de faire d'un programme. Bon, c'est toutes ces réalités-là qui font en sorte que c'est contre tout ça que nous, on essaie de lutter, justement. J'imagine que la difficulté, enfin, pas la difficulté, mais peut-être le point à résoudre, c'est les investissements massifs tout de même. C'est des installations et tout. Exactement. Vous avez des difficultés à ce niveau? Énormément. Parce qu'il faut investir sur fonds propres. Il faut dire qu'aujourd'hui, l'écosystème entrepreneurial de la Côte d'Ivoire est vraiment naissant, bouillonnant. Mais on n'est pas encore arrivé dans des phases de développement où aux États-Unis ou en France, on peut lever 10, 15, 20 millions d'euros pour pouvoir déployer la solution sur un plan national. Donc ça reste une difficulté majeure. Comment vous faites alors ? Alors, la chance que nous, on a eue, en fait, on a été entrepreneur dans une autre vie. Et c'est ce qui a permis aujourd'hui de réinvestir sur toute la partie recherche et développement, déploiement de la solution. Et la solution impacte tellement qu'aujourd'hui, on a des partenaires qui nous accompagnent, certains opérateurs de la place pour pouvoir déployer et étudier le modèle pour mieux le comprendre, avec certaines entreprises étatiques également, le ministère de l'Énergie, qui tout de suite a compris l'importance et la pertinence, justement, du sujet pour nous accompagner sur certains déploiements. Est-ce que toutes les zones sont accessibles pour vous? Difficilement accessibles. D'accord. Parfois, on arrive, on va faire le trajet en voiture, à moto, à vélo ou parfois à pied. On a 4 km, 6 km, puisqu'il n'y a pas de route. Parfois, en saison pluvieuse, impossible de pratiquer. Mais pourtant, il y a de l'autre côté des personnes qui ont besoin de services. Donc nous, avec les équipes, on est sur le terrain et on essaie vraiment de continuer malgré la situation ou l'état de route. Est-ce que cette technologie peut être déployée partout en Côte d'Ivoire?
Sans exclusion. Partout en Côte d'Ivoire, sans exclusion, puisqu'on arrive aujourd'hui même avec la solution dans les villes pour apporter des solutions de smart cities. Puisqu'aujourd'hui, l'éclairage public aujourd'hui a un coût pour fonctionner. Absolument. Et on n'est pas reçu de la LED, donc c'est un peu compliqué. C'est ça. Ouais. Donc l'idée, c'est de pouvoir apporter à la fois via un candélabre solaire du service à l'utilisateur, de l'éclairage qui est la fonctionnalité première justement des lampadaires d'éclairage public, et de faire fonctionner justement la ville, l'interaction entre les villes, les utilisateurs, les populations et nos administrés. Moi, je voulais revenir toujours sur l'aspect financier. Du coup, Investif, c'est une grosse solution. J'imagine que ça a dû coûter très cher. Pareil, est-ce que c'était sur fonds propres? Est-ce que vous avez fait appel à un fonds d'investissement? Est-ce qu'il y a eu un prêt financier? Comment ça se passe? Nous, dès le départ, en fait, on a eu la chance de remporter des prix. Donc, il y avait un prix financier, aussi une rémunération à la clé. Voilà, donc en termes de prix, on a pu mettre en place ce qu'on appelle le projet pilote, le prototypage et tout. On a commencé à faire de la prospection. Ensuite, on a eu des clients. Voilà, et après, on a commencé à avoir des partenaires financiers qui ont bien voulu nous accompagner et tout. Donc, ça s'est fait vraiment étape par étape. Est-ce que tous les intrants de vos technologies sont disponibles localement, ou est-ce que vous fonctionnez encore à l'import de technologies? Malheureusement, on est encore à l'import parce qu'on n'est pas assez outillé en Côte d'Ivoire pour le moment pour pouvoir développer entièrement nos solutions en Côte d'Ivoire. On n'a pas encore de salle blanche, de banc d'essai, on n'a pas de laboratoire avec prototypage ou pré-série qui nous permettent de pouvoir vulgariser et de baisser les coûts. Ce qui fait qu'on est obligé, pour le moment, d'importer. Et l'importation, ça représente combien de pourcents de votre... 80% à 90% aujourd'hui. De vos coûts, de vos charges? Oui. Et localement, il y a de la maintenance possible ou pas? Localement, oui, vu qu'on maîtrise plus ou moins nos secteurs d'activité, le domaine dans lequel on est. Donc, on arrive à former de nouvelles personnes pour justement prendre le relais. Et surtout en zone rurale, ce que nous, on met en place justement, c'est l'intégration des populations à la technologie. On forme 2 personnes dans le village pour pouvoir faire l'entretien, la maintenance et les installations également. Donc, c'est des nouveaux métiers qu'on crée, puisqu'aujourd'hui, ça n'existe pratiquement pas encore. Et avec ces métiers-là, justement, ces jeunes deviennent autonomes, où ils ont des revenus liés justement à toute la partie entretien, la partie... Ils sont rémunérés comment? Par prestation ou c'est un fixe? Ils ont 2 types de rémunération. Ouais. Ils ont un fees par rapport justement à toute la prestation effectuée en notre absence par action. Et après, ils deviennent des revendeurs de nos solutions à travers les villages voisins ou le village même où ils sont. Parce qu'il y a toujours quelqu'un qui va débrancher un fil, qui ne sait pas comment le brancher. On ne va pas envoyer un technicien d'Abidjan pour 600 km juste brancher un fil. En ce moment, ces prestations-là sont facturées aux clients directement. Aboubacar, des drones, on n'en fabrique pas ici. On en répare, je sais, mais fabriquer, non. Non, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on fait l'assemblage localement. Voilà, on importe tout ce qui est hardware. Voilà, donc on dépend encore de l'import, comme Frédéric l'a dit. Par contre, la partie logicielle on commence de plus en plus à toucher la partie software, donc la partie logicielle, parce qu'on a quand même une bonne équipe de développeurs qui travaillent là-dessus. Très bien. Pour développer vos business, vous avez besoin de paix? Bien sûr. On est d'accord, ça va de soi. Ça va de soi. Bon, on va parler de politique. OK? OK. Pas avec vous, rassurez-vous. C'est la loupe de Pierre. Jingle. Et la situation à Dabou qui préoccupe, Pierre? Oui, c'est la grande question. Est-ce qu'il faut s'inquiéter de cette situation à l'approche de l'élection présidentielle? C'est en tout cas ce qu'il faut comprendre par cet arrêté de la préfecture de Dabou, un arrêté qui porte couvre-feu de 19h à 6h du matin, un couvre-feu qui a débuté hier et qui va se poursuivre jusqu'au dimanche 25 octobre inclus. Donc la ville du Sud-Ouest, on l'a rappelé, a connu des violences ces derniers jours, et tout simplement l'un des épisodes les plus meurtriers depuis le début des contestations de la candidature à la candidature du président de la République à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Dabou, c'est un épisode en 3 moments clés. Ça commence lundi avec des barricades érigées et quelques échauffourées signalées, mais mardi, on dénombre au moins 3 morts. Ça continue avec le cap qui est franchi le mercredi avec la mort d'encore 3 personnes, parmi elles un jeune d'une vingtaine d'années tué à la machette, donc à l'arme blanche dans le village de Kpass, en périphérie de Dabou, par des individus qui venaient de piller
une ferme et qui poursuivaient bien leur équipée destructrice. Donc, le mercredi, également, des jeunes du village, des villages alentours sont montés à l'assaut de quelques quartiers malinqués, donc dans ce qui ressemblait à des opérations de représailles. Donc si on prend les 3 points qu'on a énoncés, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve voilà, de la contestation politique, des activités de banditisme et enfin des affrontements interethniques. Donc on a bien là un cocktail voilà, explosif et on parle aujourd'hui d'au moins 9 morts et d'une quarantaine de blessés. Mais ce qui inquiète le plus, c'est la déclaration du préfet de Dabou, Rémi Nzi Kanga, qui dit ceci. Initialement, une banale confrontation politique entre tenants du pouvoir et l'opposition s'est muée en un conflit entre Dioula et Adoukrou. Mais nous sommes convaincus qu'une milice bien armée a voulu récupérer cette confrontation. D'où viennent-ils? Je ne saurais le dire. Milices armées de Kalachnikov, avec des éléments qu'on dit bien formés, sont venus attiser le conflit. En attendant, la présence des forces de l'ordre a été renforcée dans la ville, mais la situation inquiète. Et bien sûr, toutes nos pensées vont à l'endroit des proches et des familles des victimes. Voilà. Merci Pierre. Un couvre-feu donc qui a été instauré et qui court jusqu'au dimanche avec donc la possibilité d'une reconduction en cas de non-normalisation de la situation. Et donc on va évidemment espérer que les choses se normalisent d'ici là. On marque une pause, il y a la pub, on revient juste derrière pour la suite de nos échanges consacrés ce soir à des solutions innovantes en milieu rural avec nos 2 invités. Vous faites toujours très bien de nous rejoindre à la télé d'ici sur RNCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. On poursuit dans quelques petites secondes seulement nos échanges, vous le savez, consacrés donc à ces initiatives innovantes en milieu rural. Juste le temps d'évoquer ce qui constitue ici l'actualité majeure. Donc, dans un communiqué lu par le ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, Sidiki Diakité, au terme d'une séance de travail présidée par le Premier ministre Ahmed Bakayoko mercredi, une rencontre qui a réuni le gouvernement, la Commission paix et sécurité de la CEDEAO et des partis politiques de l'opposition, à l'exception du PDCI et du FPI qui n'ont pas répondu à l'invitation. Le gouvernement a décidé d'examiner de façon favorable les requêtes sur la restructuration de la commission électorale indépendante faites par l'opposition après échange avec cette commission de la CEDEAO. Ces requêtes, il faut le rappeler, portent sur l'intégration d'une 5e personnalité à la commission centrale de la CEI au titre de l'opposition, l'octroi d'un poste de vice-président au PDCI dans le bureau de la commission centrale de la CEI et la recomposition des CEI locales. Les participants ont également déploré les violentes manifestations enregistrées au cours des dernières semaines qui ont occasionné, comme le rappelait d'ailleurs Pierre, des pertes en vies humaines, des blessés graves et des dégâts matériels importants. Par ailleurs, le gouvernement a appelé les partis politiques à lever sans délai le mot d'ordre de désobéissance civile, à s'inscrire définitivement dans la voie du dialogue et à œuvrer pour une élection présidentielle apaisée le samedi 31 octobre prochain. La délégation de la CEDEAO conduisait, il faut le rappeler, une mission ministérielle de la diplomatie préventive en Côte d'Ivoire du 18 au 19 octobre. Voici ce qu'il fallait retenir de l'actualité d'ici. Lindsay, on retourne dans nos oignons ou pas? Oui. Bon, on y va. Et on parle aujourd'hui d'innovation. Absolument. Alors, vous aviez une question? Oui, en théorie. Oui, j'avais une petite question. Alors moi, j'aimerais savoir quels sont les retours des agriculteurs. Je parle notamment d'Investive. Est-ce que les agriculteurs donc, vous font des bons retours et est-ce que surtout ça leur a permis d'économiser de l'argent à certains moments et d'en gagner à d'autres moments? Oui, ils nous font des retours. On est en contact permanent avec eux. Déjà, je dirais que pour tout ce qui est pulvérisation aérienne par drone, il n'y a pas photo. Je veux dire, le drone, c'est vraiment une solution très, très bénéfique pour eux. Et ils nous le disent sans cesse. Voilà. Ensuite, donc, au niveau des produits phyto, ils arrivent à économiser. Ils arrivent à mieux traiter, donc avoir de meilleurs rendements. Et même souvent à atteindre des zones qu'ils n'arrivaient pas à atteindre auparavant. Voilà. Ensuite, je dirais que... Voilà, donc ensuite, avec tout ce qui est cartographie et tout, je dirais que c'est intéressant parce que déjà, ça nous permet d'avoir un gain de temps.
de vérifier de manière visuelle ce qui est dans les plantations. Donc ça c'est intéressant. Et en temps réel? Et en temps réel, en tout cas plus actualisé que la vision satellitaire. D'accord. Voilà. Et donc ça a un avantage pour eux aussi. Donc franchement, les technologies, ils apprécient. Et ce qu'ils souhaitent, c'est que ce soit démocratisé. Et c'est pour ça qu'on se bat, justement. Est-ce que c'est accessible à tous les producteurs? Les producteurs ne sont pas directement nos clients. Voilà. Okay. En fait, ce qui se passe, c'est que nos clients nous payent pour qu'on mette nos services directement à disposition. En fait, les producteurs sont les bénéficiaires. C'est cela. Voilà. Mais donc, qui vous paye? Qui sont vos clients directs? Justement, nos clients directs, par exemple, peuvent être le ministère de l'Agriculture ou bien une interprofession évoluant dans tout ce qui est, par exemple, la Promac peut être un de nos clients directs. D'accord. Voilà, ou bien une coopérative. Une coopérative peut être notre client direct, mais les bénéficiaires, ce sont les producteurs. L'usage du drone est hyper réglementé, en tout cas depuis quelques mois. Ça vous gêne ou quel est votre regard? Bon, je dirais que dans tous les cas, on est obligé de tendre vers la réglementation en matière de drones parce que les drones sont des outils technologiques, certes, qui peuvent être utiles, mais qui peuvent être aussi néfastes, comme absolument tout outil technologique. Donc, après, il faut vraiment que cette législation-là soit faite avec, je veux dire, une discussion entre tous les acteurs. Pourquoi? Vous pensez qu'il n'y a pas eu cette discussion préalable? On vous a imposé? Je pense qu'on nous a devancés. Voilà, je dirais ça comme ça. Écoutez, avec votre technologie, vous avez devancé la loi, acceptez qu'on vous devance aussi quelque part, donc, alors là, on voulait faire un rattrapage. Ouais. Donc là, on essaye de s'asseoir. Qu'est-ce qui vous gêne dans ces dispositions? C'est le coût. Voilà, okay. On parle de combien de millions par an? 3 millions. 3 millions, c'est élevé. D'accord. Je compare un peu avec les autres pays. Et si, par exemple, si on continue comme ça, la Côte d'Ivoire sera le pays le plus cher en Afrique pour utiliser les drones. Est-ce que ce n'est pas quelque part pour réparer une sorte d'anarchie en fait, qui est en train de voir le jour dans votre milieu? Pour un rien, chacun se lève, acquiert un drone, élève le drone, espionne son voisin sans qu'il le sache. Non? En fait, déjà, il faut... C'est qu'un exemple. Là. Ah oui. Non, mais on peut remarquer quand notre voisin nous espionne avec un drone, puisqu'on le voit, le drone. Ça dépend. Il peut confirmer. Hein. Ah, alors, on le voit ou pas le drone quand on nous espionne? Ça dépend. Ça dépend. Si on fait monter le drone à 150 mètres, vous verrez absolument rien. À des kilomètres et du coup, invisible à l'œil. Vous aurez l'impression que c'est un oiseau, en fait. Alors que déjà, il y a plusieurs catégories de drones. Il y a des drones qui vont au-delà de la vue des yeux. Et il y a des drones qui restent proches de nous, comme les drones de pulvérisation. Ce n'est pas des drones qu'on va envoyer à 2 km. Il y a des drones qui peuvent aller loin sans même que vous le voyez. Donc, à partir du moment où ça va loin, c'est là que la question de législation est importante parce que déjà, ça peut rentrer en collision avec un avion. Si c'est quelqu'un qui n'a pas eu une bonne formation au pilotage de drone et qui n'est pas conscient des enjeux que ça peut avoir, je prends l'exemple par exemple de la zone de Bingerville, qui est très fréquentée par les avions de ligne. Mais quelqu'un qui pilote un drone dans cette zone-là, il peut, voilà. Déjà même, je vais vous donner un exemple, juste le petit fait que l'avion détecte le drone peut faire en sorte que l'avion fasse un demi-tour. Et juste le demi-tour de l'avion, ça peut coûter peut-être 60 ou 80 millions en termes de carburant. Vous voyez là, on n'a pas eu de crash, mais on a juste eu un demi-tour de l'avion qui n'a pas pu se poser immédiatement. À côté de ça aussi, il y a des activités d'espionnage. On peut aussi équiper un drone d'une arme. On peut tout faire. On peut tout. Aujourd'hui, c'est bon, vous êtes rassurés maintenant? Oui, c'est bon, ça va. Donc, il faut une législation, bien entendu, mais il faut une législation qui est dans l'intérêt de tout le monde. D'accord. Ange-Frédéric, non? Vous voulez réagir sur la question? Apparemment, non? Ça va. Bien. Alors, donc deux technologies, l'IFI, Wi-Fi, quelle est la différence fondamentale entre les deux? Est-ce que votre solution est plus rapide que le Wi-Fi? Est-ce qu'elle a une place finalement en zone urbaine? Est-ce qu'on va le voir arriver un jour? Oui, l'avantage entre le Wi-Fi et le Li-Fi, c'est d'abord l'utilisation de la technologie de base. Nous, en Li-Fi, on n'utilise que les ondes lumineuses. Les ondes lumineuses, c'est ce qu'on voit et c'est ce qu'on utilise pour éclairer une pièce. Alors que le Wi-Fi va utiliser les ondes électromagnétiques pour pouvoir envoyer de la data à l'utilisateur. Donc, en termes de rapidité, aujourd'hui, on est sur des vitesses supérieures au Wi-Fi. On est pratiquement, aujourd'hui, sur nos modules, on est sur du 1 gigabit en termes de vitesse. Pour atteindre 1 gigabit, aujourd'hui, il faut être sur la fibre.
sachant que localement, on n'a même pas encore des vitesses avec la fibre de plus d'1 gigabit. Et c'est la question de la portée peut-être qui est différente? Pour le moment, c'est le problème de la portée. On est sur des portées vraiment de 50 à 300 mètres de portée autour d'un lampadaire d'éclairage public. On est en train de travailler justement avec cette complémentarité des autres technologies, notamment le Wi-Fi, le Bluetooth et l'infrarouge, pour pouvoir suivre l'utilisateur en mouvement et pouvoir donner de la connectivité justement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des bornes à tous les 300 mètres de lampadaire? On met des lampadaires à tous les 300 mètres, des kits individuels quand on est vraiment, puisque vous le savez bien avec votre téléphone, plus vous vous éloignez de la source, vous avez parfois le signal, mais vous n'arrivez pas à naviguer. Donc, il faut être à proximité. Absolument. Donc, en installant des kits individuels, en multipliant les lampadaires d'éclairage public, on arrive à créer un réseau dense où, en mobilité, l'utilisateur est à l'aise pour pouvoir l'utiliser. Donc, à un moment donné, s'il est retranché dans sa chambre, son kit individuel, l'ampoule qui est dans sa maison, dans sa cuisine, dans sa chambre ou dans son salon, pourra amplifier le signal et lui apporter directement la source de Est-ce que c'est dangereux pour la santé? Non, parce justement. Que le Wi-Fi, justement, il y a les ondes. Le Wi-Fi... Malheureusement, heureusement pour nous d'ailleurs. En quoi est-ce que c'est différent? On utilise la lumière. Oui. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais été démontré, 50, 60, 200 ans plus tard, que la lumière a un impact sur notre santé. Bien au contraire, on utilise aujourd'hui la LED, sinon la lumière pour de la luminothérapie. D'accord. Donc, au contraire, ça a un avantage sur la santé. Alors, j'ai juste besoin de comprendre, peut-être qu'on va me trouver un peu con, mais est-ce que c'est une technologie qui marche surtout le soir ou en journée également? Ah oui, c'est vrai. Au début, oui. Il fallait forcément laisser l'ampoule allumée. Et aujourd'hui, avec la technologie de la domotique qu'on a couplée justement à de la domotique. Ah, vous parlez chinois. C'est le petite machine, Internet par objet, voilà, enfin, tout ce qui va. Internet par objet, donc du coup, qui permet, depuis son smartphone, de pouvoir piloter l'ensemble des équipements de sa maison. On a intégré justement cette partie de la technologie dans nos lampadaires, dans nos ampoules, qui fait que on peut éteindre l'ampoule et continuer, au-delà de l'aspect visuel de la lumière, utiliser l'infrarouge ou le Bluetooth invisible à l'œil nu pour envoyer la data, l'information, l'Internet à l'utilisateur. Parce que ça va coûter cher sinon. Voilà. Même aujourd'hui, le lampadaire éteint, il envoie toujours de l'Internet à l'utilisateur parce que derrière, il y a l'infrarouge ou il y a le Bluetooth qui prend le relais en journée pour assurer la continuité de service. D'accord. Quel est le plus beau compliment qu'on vous ait fait dans le cadre de la découverte ou enfin l'implémentation de ces innovations? Moi, vraiment, le plus beau compliment qu'on m'a fait, c'est une jeune fille qui m'a fait ce compliment-là. Elle m'a tout simplement dit, tonton, quand je serai grand, je vais être comme toi. D'accord. Voilà. Donc, Bon, je ne vois pas le lien avec... Non, mais en fait, c'est par rapport... Avec la technologie, pour l'instant. En fait, parce qu'elle assistait à une démonstration de drone. Non, j'ai compris. J'ai très bien compris. Je ne suis pas très intelligent, mais je comprends vite parfois. Ange Frédéric? Le plus beau compliment, c'était « Êtes-vous le parent de Nikola Tesla, l'inventeur de la lumière ?» C'est cela. Et pour moi, c'était l'un des plus beaux compliments. D'accord. Alors... Vous avez tous les deux exposé, ce que ça requiert en termes d'investissement. Donc, vous avez besoin d'argent. Est-ce que vous ne craignez pas d'être absorbé par des entreprises plus puissantes venant de l'étranger? Ça viendra, ça c'est sûr. Heureusement, déjà, certaines choses se mettent en place au niveau local. Et justement, grâce à la Fondation Jeunesse Numérique, qui est une initiative justement du ministère de l'économie numérique de Côte d'Ivoire, qui permet aujourd'hui de pouvoir outiller les startups à plutôt laisser entrer certains grands groupes ou des investisseurs justement dans le capital social de l'entreprise pour réellement développer. Et nous aujourd'hui, on est ouvert et on est en discussion avec certains grands groupes. Ça ne vous gênerait pas donc d'être absorbé? L'idée, c'est de déployer, c'est d'apporter des solutions aux populations. D'accord. Donc, pour nous, absorber, non, mais participer, oui. D'accord. Vous partagez le même avis apparemment. Ok, je repose ma question autrement. Est-ce que vous ne craignez pas l'entrée dans ou sur le marché d'entreprises plus puissantes que vous? Ça viendra. Et ça, c'est obligatoire, on ne pourra y échapper. C'est pour ça qu'il faut garder cette longueur d'avance et aussi avoir un partenariat avec eux et co-développer plutôt que de vouloir garder une niche de marché. Je m'attendais à un autre type de réponse. Vous savez que, on ne va pas non plus donner un petit coup de pouce au président candidat,
Mais bon, chacun prône donc des champions nationaux et tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'à un moment donné, il faudrait plutôt que l'État favorise, crée les conditions pour le développement des entrepreneurs comme vous ou des entreprises... Je vais me faire taper dessus, mais c'est pas grave, on va y aller. Ouais. Je pense qu'on est dans une grande théorie pour le moment. D'accord. Et malheureusement, on est en train de voir de plus en plus la fuite des entrepreneurs ivoiriens vers l'étranger où vraiment le terrain est beaucoup plus propice à l'investissement, à la réalité de la création des champions nationaux. Si on ne fait pas grand-chose, on va perdre les entrepreneurs ivoiriens au profit de d'autres pays de la sous-région et de l'international. Ça va, c'est bon, je vous ai mis la réponse à la bouche. Donc c'est bon. Hein, c'est pas vous qui allez vous faire taper là-dessus. Merci, Cheikh. Marquons une pause. Il y a la pub. On revient dans quelques instants. Toujours très bien, nous rejoignons sur RCI pour parler ce soir des solutions innovantes dans le milieu rural avec nos deux invités, Ange-Frédéric Balma, CEO de l'IFILED et Abouakar Karim, directeur général de Investive. Nous sommes jeudi aujourd'hui, c'est bien ça, hein? Voilà, on ne va pas se tromper. Et jeudi donc, on parle technologie aussi, tiens, donc c'est à juste raison qu'on vous a en plateau. Et quand on parle de technologie ici, on se tourne généralement vers l'INSEE. Et voilà, pour une petite rubrique qui s'appelle Tech Easy. Ou Tech Easy, c'est tout comme, d'accord? Jingle. Jingle. Alors l'INSEE qui nous démontre encore une fois qu'elle est très portée sur les réseaux sociaux. Exactement, et je pense aussi qu'on peut parler un petit peu d'innovation, peut-être pas en milieu rural, mais en tout cas l'application dont je vais vous parler a été conçue pour répondre à certains besoins. Aujourd'hui, je vous parle d'un réseau social que l'on connaît tous, Instagram, qui a décidé d'installer Instagram Lite en Afrique de l'Ouest, donc chez nous. Donc c'est Instagram, mais en version justement plus light. Pas light comme la lumière, mais light plus léger. Donc l'interface est simplifiée, on utilise moins de ressources de la part du téléphone, donc moins de données mobiles. On va retrouver les fonctionnalités phares telles que le fil d'actualité, les stories, les filtres, la messagerie directe. Et pour vous donner une petite idée, Instagram Lite occupera environ 0,5 mégaoctets sur la mémoire du téléphone, contre plus de 30 mégaoctets actuellement pour Instagram, la version complète. L'extension de l'application a été développée pour répondre aux besoins d'un marché émergent. On n'a pas tous les moyens de se payer le dernier iPhone, le dernier Samsung. Donc l'application est vraiment conçue pour les téléphones d'entrée de gamme afin qu'un maximum d'utilisateurs puissent profiter d'Instagram, quel que soit déjà son appareil et quel que soit le réseau utilisé. Je tiens à rappeler tout de même que l'application est à utiliser avec modération quand on sait tous les effets néfastes que cela encourt. On en avait discuté sur ce plateau. Donc il y a comparaison, dépression ou bien encore dépendance. Bon, voilà. D'accord. Merci il faut penser à tout. Hein. Merci pour l'info et les beaux conseils, l'INSEE. Alors, en bon entrepreneur, est-ce que vous pensez déjà au next move, la prochaine étape? Yes. Oui. Nous, déjà, on a amorcé... Chez l'IFILED, c'est quoi? On a amorcé, c'est la construction de l'usine en Côte d'Ivoire. Carrément. Déjà, l'agrément du VITIB, pour nous, c'est de monter une en zone franche. En zone franche. Donc, l'idée, c'est de monter une unité d'assemblage et de partir vers de la production locale avec création d'emplois, création de richesses et également de formation aussi. D'accord. Dans vos projections, vous pensez créer combien d'emplois? Autour de 400 emplois directs et plus de 4000 emplois indirects. Avec notamment des revendeurs, des maintenanciers sur place et tout, comme on l'a dit. D'accord. Abouakar? Donc, nous, notre next move, c'est vraiment, on a déjà commencé, c'est vraiment l'implémentation de centres de services en agriculture de précision dans les régions directement. Là, on a ouvert notre premier centre dans la ville de Korogo et on va continuer. Et c'est sur ce modèle-là qui sera standardisé qu'on va partir même au-delà des frontières de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et on a aussi l'agrément du VITIB pour pouvoir faire l'assemblage localement de drones. OK. Moi, j'avais une dernière petite question. Est-ce que finalement, donc vous avez encore un autre point en commun, c'est que vous êtes jeunes tous les deux. Est-ce que c'est pas ça finalement le secret? Est-ce qu'on a moins peur peut-être de tomber, de se relever, de prendre des risques? Ça a un avantage, j'avoue, être jeune, on peut tomber, se relever, retomber, se relever et foncer vraiment pour atteindre ses objectifs. Contrairement à une personne âgée, mariée, avec des enfants qui prendrait moins de risques, justement,
par rapport à sa situation et à son âge. Êtes-vous en train de dire que le mariage est une mauvaise chose? Bonne chose. Pour l'entrepreneuriat. Autre émission. Est-ce que, par contre, cela a été un frein? Bon, il ne faut pas trop Certaines tomber fois. non plus. Ah, d'accord. Est-ce que cela a été un frein par rapport aux personnes que vous avez côtoyées pour parler de vos solutions? Oui, Quand même, oui, ça a été un frein. Quand on arrive devant des personnes qui n'ont pas vu ces technologies-là, ils n'ont pas grandi avec ces technologies, ne comprennent pas et ne prennent pas tout de suite la décision de nous suivre parce que ça représenterait pour elles un risque et pour nous surtout une perte de temps aussi. Donc, entre le décalage de l'âge de l'intervenant ou de la personne en face de nous, parfois, ça joue contre nous et ça joue aussi contre l'écosystème parce que la décision ne se prend pas maintenant. On ne se dit pas, on prend le risque, on y va, on essaie, on sait ce que ça donne. On peut après aller sur un déploiement national. Alors, votre technologie, elle est éprouvée, prouvée, ça marche. Pourquoi vous pensez que... Enfin, pourquoi les banques sont réticentes? Simplement parce que les banques aujourd'hui nous disent c'est pas notre métier de financer le risque. Puisque pour eux, il faut avoir 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans de métier avec des garanties solides éventuellement pour pouvoir financer. Les banques ne financent pas l'innovation. Ça, c'est une chose, on est sûr. La banque demain sait financer une boulangerie, sait financer un industriel parce que simplement, voilà, il y a l'historique. Parce que c'est des murs en béton. C'est des murs en béton, ils peuvent pouvoir saisir. Alors que demain, saisir un logiciel ou de la lumière, pour eux, c'est intangible. Donc, s'engager dessus, c'est pas évident. Mais je pense aujourd'hui que l'État et aussi les banques et de nouvelles banques, des banques d'investissement, devraient exister pour réellement accompagner justement les champions locaux pour en faire vraiment des champions nationaux. Aboubacar. Je pense que les banques n'ont pas vraiment la notion de start-up. Voilà, c'est un peu difficile. Ça m'a fait plaisir à l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, présidée par Daouda Coulibaly, qu'on a reçu, qui disait que pour financer, il faut lever suffisamment d'épargne, alors que les banques n'enregistrent pas suffisamment d'épargne. C'est la parenthèse. Voilà, donc je pense que les banques ont une difficulté de comprendre en fait la notion de start-up. Une start-up, c'est une entreprise qui a une vision, qui veut changer les choses, qui est souvent dans un nouveau marché. Nous, on est dans un marché des drones qui est un marché émergent. Et on est... Voilà, donc je dirais que souvent, c'est difficile. Un océan bleu. Voilà, un océan bleu. On se lance là-dedans parce qu'on y croit. Et quand vous prenez des startups comme Google, Amazon, souvent, ils ont fait plus de 8 ans sans revenu. Il y en a qui tournent en perte. Voilà, c'est ça, ils tournent à perte, mais Uber, derrière, Airbnb et leur valorisation augmente. Absolument. Exactement. Voilà, donc en fait, c'est cette notion-là qu'il faut arriver à comprendre et c'est ça qui est difficilement explicable ici parce que ici, la première des choses qu'on va te demander, c'est ton coût de revient, ton bénéfice net. Ils vont dire 3 bilans certifiés. Bon, ça, on a tout ça. Mais je veux dire, en plus de ça, c'est difficile de comprendre la notion. À part, on va te parler de garantie. Bon. D'accord. Là, j'ai vu qu'il y avait le fonds de garantie de soutien aux PME. Donc, on espère que ça va donner. En tout cas, chaque fois qu'on a l'occasion, on en parle. Et on espère qu'à un moment donné, les banques vont commencer à... C'est combien d'employés chez Investive? 13 employés à temps plein. D'accord. 30 employés, malheureusement, avec la Covid, on a dû réduire. On est à 10 aujourd'hui. D'accord. Ah ouais. Ça vous a vraiment Parce que impacté. Abidjan était fermé de la Côte d'Ivoire, donc du coup, on n'arrivait pas à déployer, et on n'arrivait pas à sortir aussi de la Côte d'Ivoire pour aller dans les pays où on est présent, Libéria, Madagascar, Centrafrique. Donc du coup, on a dû à un moment donné, malheureusement avec un pincement au cœur, mettre chômage technique, puisqu'il y a des mesures d'accompagnement qui sont en place, mais qui tardent à agir. Et au moment où ça vient, malheureusement, il est tard pour réellement maintenir les emplois. Donc, on essaie. Là, avec la reprise, on a des projets. Les équipes sont en ce moment en train de préparer une mission sur San Pedro. Malheureusement, la paix, crise électorale, nous ramène justement à nous poser la question, est-ce que c'est le moment de partir ? Avec tout ce qui se passe déjà à Dabou, à Beaunois, on se pose encore des questions, alors que c'est potentiellement des clients, de nouveaux clients, c'est potentiellement du déploiement pour faciliter l'accès à la fois à l'énergie et à la communication. Arrêtons de nous poser autant de questions. Hein? Nous, on a un autre Demandons juste aux politiciens de s'entendre, d'aller à la paix, et puis on fera les choses. Allons à la pub, en temps. Merci.
Ce sera tout pour la télé d'ici. Merci d'avoir été en notre compagnie. Merci à Ange-Frédéric Balma, CEO de l'IFILED. Merci à Boubacar, également DG de Investive, d'avoir répondu à l'invitation de la télé d'ici. Merci à l'INSEE. Merci à Pierre. On n'oubliera pas évidemment de remercier donc l'amicale des jeunes de la cité CRS1 de Williamsville à Djamé et les étudiants de l'IFDEC qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Et on vous propose, pour terminer en toute douceur, en saveur, un voyage mélodieux avec Daphné Royal de la T-Band qui choisit ce soir de nous reprendre Adaba de Hacha et Seigneur de Feu Joël C. On se retrouve demain. D'ici là, take care, la T-Band, right now. Toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'accorde à ta parole. Yeah, 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 yeah. Seigneur, Seigneur, toi qui connais mon amour, toi mon Dieu, toi qui connais la sincérité de mon cœur, toi qui connais la valeur que j'apporte à ta parole. Hey, yeah, yeah, yeah. Papa nangaye, yemote manangai na mapona bona yo, yemote manapasi gaina bona yo, yemote maina chula na bona yo. Yes, why, yeah, yeah. Neto yebi na ujula
no chula na bona yo neto ye bina ufina na bona yo yes wa yeah je me prosterne à tes pieds Seigneur je crie vers toi ne m'abandonne pas éternel au-dessus de tout. Motema nanga botoni na mawa motema nanga botoni na mawa motema na mawanga motema nanga botoni na mawa motema nanga botoni mama wa motema na mawa nanga na pinanga teo mawa nanga na bisi pote wana nanga na bila pote nanga mama ibala la tola papa la lola utakoto waseyo Yahweh kumama Heli ye Papa Sabatali ye Yahweh kumama Yahweh kumama L'amour de Dieu projeté vers mon être a produit l'inspiration pour mes maladies, pour mes péchés. Oh mon Dieu, mon roi. Oh papa, donne-moi l'amour qui reste dans mon cœur. Ne me mets pas dans les choses du monde. Oh Seigneur, je t'en supplie. Akuma malibala la tola papa la lola Otakoto waseyo Yahweh kumama Heli ye Papa Sabatali ye Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Heli ye Papa Sabatali ye Yahweh kumama Heli ye Papa Sabatali ye Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh kumama Yahweh Let's go. Yahweh kumama Heli ye Papa Sabatali ye Yahweh kumama. Merci beaucoup.